J'avais pas prévu de te faire de vidéo aujourd'hui, mais ce qui est en train de se passer est tellement incroyable que j'ai pas pu me retenir. Alors que le président de la Fed, Jérôme Powell, a décidé hier de ne pas baisser les taux d'intérêt, le marché crypto a explosé pendant la nuit. Et à l'heure où je te parle, il continue de monter. Le Bitcoin vient de dépasser les 99 000 $, l'Ethereum a dépassé les 1900 $, c'est à n'y rien comprendre. Vraiment? Mais non, je vais tout expliquer dans cette vidéo, alors reste bien accroché. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 8 mai 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui est, ma foi, on peut pas plus verte. À part 2-3 petits moutons noirs, la carte est entièrement verte. Bitcoin a pris 2,5%, Ethereum a pris 5,2%, incroyable. Est-ce qu'il est en train de se réveiller? Quand on regarde les graphiques, franchement, ça fait plaisir. Mais à côté, on a même des altcoins qui ont bien pump. Regardez le Pengu, le Bitcoin Cash, le BP, le ENA, plus 11%. Même EOS plus 16,4%, on pensait que c'était mort ce token. Bonk 8,2, TIA 13,7. Bon, on commence bien la journée. Alors sur le Crypto Fear and Greed Index, on est toujours à 53 comme hier. À croire qu'il a encore un petit peu de latence, parce qu'effectivement la hausse vient de se faire. Mais si la journée continue sur la même lancée, c'est sûr que demain, il y a des chances qu'on passe dans la cupidité. Alors première news, on a l'OCC, qui est une agence fédérale américaine qui supervise les banques nationales, qui précise donc qu'elles pourront acheter et vendre des actifs cryptographiques sur une instruction de leurs clients et externaliser les services de conservation et d'exécution à des tiers, à condition de mettre en place une gestion appropriée des risques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les banques nationales américaines sont désormais explicitement autorisées à acheter et vendre des actifs comme le Bitcoin, l'Ethereum, pour le compte de leurs clients, à condition évidemment que ces transactions soient effectuées sur instruction des clients, c'est-à-dire à la demande des clients. Cela ouvre la voie à des services bancaires intégrant directement des crypto-monnaies. Les banques peuvent déléguer la conservation, c'est-à-dire le stockage sécurisé des actifs crypto, et l'exécution des transactions à des tiers spécialisés, comme des plateformes d'exchange, comme Coinbase par exemple, ou Kraken, ou des dépositeurs crypto, comme Fidelity Digital Assets. Cela réduit les barrières technologiques pour les banques qui n'ont pas encore l'infrastructure nécessaire. Elles vont en réalité servir de vitrine pour proposer de la crypto-monnaie à leurs clients, qui pourront en acheter, mais en fait, ce sera qu'une façade. Les banques ne seront qu'intermédiaires, et toutes les transactions et le stockage des crypto-monnaies vont se faire sur des exchanges existants déjà, et qui ont l'infrastructure adaptée. L'OCC insiste sur la nécessité d'une gestion rigoureuse des risques, incluant des mesures contre le blanchiment d'argent, normal, la cybersécurité et la protection des clients contre la volatilité des crypto-monnaies. Les banques doivent donc établir des politiques robustes avant de se lancer. Cela renforce évidemment la légitimité des crypto-monnaies, stimule leur adoption et positionne les États-Unis comme un acteur clé dans ce secteur. Toutefois, les défis de conformité et de volatilité persistent. Cette décision, combinée à la politique pro-crypto de l'administration Trump, et aux tensions commerciales globales pourraient avoir des répercussions significatives sur les marchés financiers et l'économie mondiale. La preuve, c'est qu'on a déjà commencé à pumper. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que hier on attendait impatiemment le discours de Jérôme Powell et donc son interview, sa conférence de presse qui a suivi son discours. Je l'ai regardé en live, c'était assez, on va dire instructif. Sur ses positions, il a plutôt fait la Suisse comme d'habitude. En revanche, il s'est montré assez optimiste. Je te fais un petit résumé. La Fed a décidé de laisser les taux directeurs inchangés, situés entre 4,25% et 4,5%. Powell a souligné qu'il n'y avait pas d'urgence à ajuster la politique monétaire, la Fed préférant attendre plus de clarté sur l'impact des politiques économiques, notamment les droits de douane. Powell a mis en garde contre les effets potentiels des tarifs douaniers, qui pourraient entraîner une hausse de l'inflation à court terme, un ralentissement de la croissance économique et une augmentation du chômage. Il a noté que l'ampleur, la durée et les produits concernés par ces taxes restent incertains, rendant difficile une évaluation précise de leur impact. Powell a réaffirmé que l'inflation, bien que réduite à environ 2,5% en janvier 2025, reste au-dessus de l'objectif de 2%. Le chemin vers cet objectif est décrit comme semé d'embûches et la Fed reste vigilante face aux pressions inflationnistes potentielles liées aux politiques commerciales de l'administration Trump. Cependant, le marché du travail est jugé solide et équilibré, avec un taux de chômage stable autour de 4,1%. Powell a indiqué que la Fed continuerait de surveiller les données pour éviter un refroidissement excessif de l'emploi. Il a insisté sur une approche dépendante des données, sans parcours prédéfini pour les futures décisions. La Fed ajustera sa politique en fonction des indicateurs économiques et des évolutions des réformes politiques, notamment en matière de commerce, d'immigration, de fiscalité et de régulation. Il a noté que l'économie américaine reste robuste, avec une croissance du PIB estimée à environ 2% pour 2024. Cependant,
les incertitudes liées aux politiques de l'administration Trump, comme les droits de douane, pourraient compliquer la gestion de l'inflation et de la croissance. Il a bien insisté là-dessus. Le ton prudent de Powell, sans signal clair d'assouplissement monétaire imminent, a maintenu une certaine incertitude sur les marchés. Les investisseurs, notamment dans l'écosystème crypto, anticipaient des indications sur une éventuelle baisse des taux, mais le discours n'a pas apporté de signaux dans ce sens. Bon, en résumé, dans son discours, il a adopté une posture prudente. En revanche, pendant la conférence de presse, il s'est montré quand même plutôt confiant. Il a insisté sur le fait que l'économie était robuste, que le taux de chômage était stable, que pour l'instant, il n'y avait eu aucun impact, en tout cas perceptible par ces indicateurs, qui auraient été créés par les droits de douane. En tout cas, pas encore. Et c'est pour ça qu'il préfère rester vigilant, parce que l'impact ne peut pas encore se faire ressentir. À côté de ça, on lui a demandé également comment pouvait être affecté son travail vis-à-vis de la pression qui leur est infligée par Donald Trump. Et il a répondu tout franchement, sans hésiter, sans bégayer et sans délai, "It doesn't affect our job at all." Mais vraiment, le mec stoïque. Il n'y a aucun impact sur notre travail. Traduction, rien à foutre de la vie de Trump. Et pourtant, les journalistes ont insisté. Ils sont plusieurs fois revenus sur le sujet, donc de l'administration de Trump vis-à-vis de la Fed, à savoir qu'est-ce que vous pensez du fait que Donald Trump voulait vous virer, ou que finalement il veut vous garder, etc. Et à chaque fois, il dit, j'ai déjà répondu à la question. Suivant. Ah si, il y a quand même un journaliste qui lui a demandé si il comptait demander à Trump un interview ou un tête-à-tête, quoi. Il a répondu, historiquement, c'est pas du tout le rôle de la Fed de demander un entretien avec le président en tête-à-tête. C'est déjà arrivé que l'inverse se produise, c'est-à-dire que le président demande à parler au président de la Fed, et si un jour c'est le cas, forcément il répondra présent. Sinon, il a répondu, il n'y a aucun intérêt à ce que le président de la Fed discute avec le président. En tout cas, pas à son initiative. Bon, en conclusion, au niveau des actes, la Fed ne fait pas grand-chose. En revanche, dans son discours, Jérôme Powell a été plutôt rassurant. Les chiffres sont bons, tant qu'ils restent bons, il y a effectivement une chance qu'on baisse les taux. Pour l'instant, il préfère être prudent et patienter. Et alors, news suivante, on a le président Trump qui annonce une conférence de presse sur un important accord commercial prévu pour demain à 10h dans le bureau ovale avec un grand pays très respecté. Demain, du coup, c'est aujourd'hui. Effectivement, depuis son retour à la présidence, Trump a mis l'accent sur une politique économique agressive, notamment à travers des réformes commerciales et l'imposition de droits de douane élevés. Donc cette annonce s'inscrit dans cette dynamique de renégociation des relations commerciales internationales. La mention d'un grand et très respecté pays suggère un partenaire économique majeur, mais aucune précision n'a été donnée. Ce serait étonnant qu'il parle de la Chine, puisque les négociations sont prévues pour demain, vendredi 9 mai, en Suisse. Ce serait étonnant qu'il fasse l'annonce avant. Donc les spéculations se tournent plutôt vers le Royaume-Uni, le Japon ou l'Inde. Mais rien n'est confirmé pour l'instant. Alors l'année suivante, la Chine annonce des baisses de taux majeures et une injection de liquidités de 138,5 milliards de dollars pour soutenir son économie qui est touchée par la guerre commerciale et assouplir les conditions de crédit. En fait, la Chine répond à la guerre commerciale et à la faiblesse économique par une combinaison de baisse de taux et d'injection massive de liquidités, visant à soutenir les entreprises, stimuler le crédit et renforcer la confiance. Cependant, l'efficacité de ces mesures reste incertaine face à une demande de crédit atone et à des défis structurels. L'annonce de Trump d'un accord commercial pourrait signaler une désescalade potentielle avec la Chine, ce qui influencerait les futures décisions économiques des deux pays. Mais pour l'instant, la Chine aussi préfère adopter des mesures en sa faveur et donc sans compter sur une amélioration des relations avec les États-Unis. On ne sait pas encore comment ça va se passer demain en Suisse, mais ils ont raison, mieux vaut prévenir que guérir. Ils préfèrent mettre leur économie sous perfusion quelque temps, le temps que la vague des tarifs de Donald Trump soit passée. Mais bon, du coup, ce que les États-Unis n'ont pas fait, la Chine l'a fait. Ils injectent des liquidités et c'est justement pendant la session asiatique d'hier et d'aujourd'hui que les crypto-monnaies ont explosé. Je vous montrerai ça tout à l'heure en analyse technique. Et on termine les news sur les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Sur la journée d'hier, on a 142 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 21 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Ce qui nous ramène à la semaine à plus 482 millions sur les ETF Bitcoin et moins 39,7 millions sur les ETF Ethereum. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique et aujourd'hui pas grand chose, juste les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et comme je vous le dis depuis quelques jours, la seule news importante de la semaine c'était effectivement le discours du FOMC d'hier. Il est passé, il devrait plus y avoir d'événements majeurs dans la semaine qui créeraient une volatilité inhabituelle. En tout cas certainement pas les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et alors ça y est, on y est presque, quand on regarde la liquidation heatmap, on voit qu'on est venu racler toutes les liquidités là entre 97 800, quasiment 98 000 dollars et les 99 000 dollars. Et on est aux portes de cette poche juteuse de liquidation sur le niveau des 100 000 à 102 000 dollars.
Là, vous voyez, sur ces niveaux, ce serait quand même dommage de ne pas y aller. Il y a carrément des milliards à liquider. Parce que là, vous voyez, tout ce jaune-là, ce sont des positions short, donc des personnes qui ont parié à la baisse. Si le prix atteint ces niveaux, ils vont se faire liquider. Et alors, deux scénarios possibles. Soit, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il y a des market makers ou des baleines positionnées en vente sur ces niveaux, justement, pour profiter des liquidités. Et du coup, vendre à un prix raisonnable, sans faire trop bouger le marché. Soit, il n'y en a pas beaucoup. Et à ce moment-là, étant donné qu'une liquidation d'un short, ça déclenche un achat, puisqu'effectivement la clôture d'un short c'est un long, clôture d'une vente c'est un achat, et bien cela pourrait provoquer également une cascade de liquidation, comme on avait eu ici, ou encore ici. Bon, je vous avoue que 100 000 $, c'est quand même un niveau qui est assez psychologique, fatidique, et que par conséquent, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait beaucoup de gens positionnés à ce niveau-là, et que du coup, on retrace. Mais ce n'est que mon avis, hein. Dans tous les cas, on va finir par le traverser ce niveau, ça c'est certain. Alors juste avant de passer à l'analyse technique, je te rappelle qu'à la demande générale, puisque j'utilise un peu trop d'anglicisme et des termes un peu techniques, et que parfois vous avez un peu de mal à me comprendre, je vous ai créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader. Il est entièrement gratuit. Pour le récupérer, rien de plus simple, il te suffit de cliquer dans le lien que j'aurais mis en commentaire épinglé. Ça t'amènera directement sur cette page. Tu rentres ton email, tu cliques sur s'inscrire et tu recevras directement dans ta boîte mail ton petit lexique de l'apprenti crypto trader. Et alors quand on regarde le Bitcoin en daily, je te rappelle que ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Eh ben écoutez, on est en train de suivre mon petit scénario, hein, ça fait déjà plusieurs jours que je l'ai tracé, et il me donne plutôt raison. On est en train de tester une première fois la zone de résistance, on s'est fait rejeter, normal, on a accumulé pendant presque un mois cette zone. Forcément, il y a de la résistance, mais vraisemblablement, dès la deuxième tentative, on est en train de la traverser. Au moment où je vous parle, on est au top, là, 99 391 $. Il faudra atteindre les 100 300 $ pour pouvoir complètement la purger. Toutefois, les grosses liquidités se trouvent ici, juste au-dessus des 102 500 $. Donc pour ceux qui veulent swing, ceux qui veulent chercher un trade à long terme, c'est dans cette zone-là qu'il faudra chercher un short, pas avant. Et alors là, on est toujours sur le Bitcoin, mais cette fois-ci, j'ai zoomé en 30 minutes, c'est-à-dire que chaque bougie représente 30 minutes. Et on voit qu'hier, la hausse de mercredi a eu lieu pendant la session asiatique, Sydney-Tokyo. Vous voyez, c'est encadré en jaune et en rouge. La session de New York d'hier a été plutôt baissière. Mais juste après le discours de Jérôme Powell, pouf, c'est parti, direction le nord. On a consolidé un petit peu, on a fait un petit bullish flag. Et hop, à l'ouverture de la session de Tokyo, on est reparti à la hausse. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'injection des liquidités dans l'économie chinoise? Pourquoi pas? Effectivement, c'est possible. Et alors ce matin, je me dis, bon, allez, on est bien monté, mais je le sens plutôt bullish. Je vois qu'en plus, on a un petit retracement. Je me dis, je vais pas rentrer sur la 618 de Fibonacci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait front run. Front run, ça veut dire que le prix est parti sans moi. J'espérais qu'il vienne toucher à la limite là, les 98 748 $, là où il y avait mon entrée. Et en fait, il s'est arrêté juste devant et il est parti à la hausse en flèche. Vous voyez, au moment où je vous parle, la session de Londres vient d'ouvrir et le Bitcoin est en train d'exploser. L'Ethereum, pareil, regardez-moi ça. Même l'Ethereum qui explose. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, si on le regarde en daily, c'est pas trop mal, hein. On est enfin sorti du range de consolidation, là. On arrive sur une belle zone de résistance. On va peut-être réintégrer le range. C'est dans une sorte de triangle de compression qu'on a cassé à la baisse. Écoutez, pour l'instant, il reprend des couleurs. Attention quand même, hein, parce que cette zone de résistance, qui était au départ une zone de support, peut être difficile à traverser. Je serai un peu plus serein dès qu'on l'aura dépassé, hein, aux alentours des 2200, 2400 $. Pour l'instant, l'Ethereum coûte moitié moins que ce qu'il coûtait au mois de décembre, hein, et même encore moins, puisqu'il valait 4000 $, et aujourd'hui, on est en dessous des 2000 $. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il est en train de se relever tout doucement. D'ailleurs, quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, bon, oui, il y a une belle petite bougie, on est en train de casser le range. Mais bon, pour l'instant, on est toujours plus ou moins flat. Hein. Bon, aujourd'hui, il est à plus 4%. Il a pris 4%. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais après avoir perdu plus de 50%, effectivement, on s'attend à mieux. Hein. Et on continue avec la Bitcoin dominance, qui est toujours en train de s'envoler, mais qui aujourd'hui est en train de baisser un petit peu. Bah oui, si l'Ethereum, qui est numéro 2 en market cap, est en train de gagner du terrain sur le Bitcoin, on a vu que le ratio Ethereum-Bitcoin a pris 4%, forcément, la Bitcoin dominance baisse un petit peu. Et pour l'instant, c'est epsilon. Hein. C'est vraiment ridicule. Comme je vous l'ai dit, selon moi, tant que le Bitcoin n'aura pas fait d'ATH, la Bitcoin dominance continuera de monter. Et qu'une fois que le Bitcoin aura absorbé toutes les liquidités du marché, elles vont enfin pouvoir se déverser sur le reste du marché et donc sur les altcoins. Et pour l'instant, ce n'est clairement pas le cas. On est toujours au-dessus des 65%, donc ne vous enflammez pas. Pas parce que la Bitcoin dominance baisse un tout petit peu qu'il faut call à l'alt season. Attention, hein. Là pour l'instant, on est vraiment en Bitcoin season. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!